Navigation à vue dans le golfe du Bénin. Le mot serait-il juste dans ce pays réputé quartier latin d'Afrique et au lieu de la rhétorique cartésienne? Pendant un an, on tourne en rond. Pendant un an, c'est une navigation à vue. Non seulement il s'est contredit, mais il a démontré qu'il faisait de la navigation à vue. Je ne suis pas surpris par ce résultat. Complètement tombé, on est allé au plus bas. Les effets d'annonce finissent toujours par rattraper leurs auteurs. On ne peut pas gérer un pays comme une boutique de coin. La façon dont le chef de l'État a agi est regrettable. Chronique annoncée d'une fin d'état de grâce, la mêlée est rude, les avis sont partagés. Le tribun Yayi Boni est-il vraiment l'homme de la situation? Demain, ça sera clair. Ça sera clair demain, je vous le promets. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Quartier latin d'Afrique, berceau de la démocratie sur le continent africain, passage de la dictature sans lever des armes. Voilà quelques marques qui ont porté le Bénin sur orbite. Mais depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts. Des hommes nouveaux se sont succédés au sommet de l'État. Aussi long que fut le règne de Mathieu Kérékou, les Béninois ont opéré un choix nouveau. Yayi Boni, le banquier émérite, le chantre du changement, espoir de toute une population. L'homme tient-il ses promesses? Voilà la question au cœur de ce numéro d'Adi Vrai, une émission bilan sur la première année du mandat de Yayi Boni. Sans langue de bois, quelques Béninois apprécient. Un an, on peut dire que c'est trop peu pour faire un bilan. Mais c'est assez, c'est suffisant pour s'arrêter un temps, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, afin de corriger les erreurs pour la suite de son mandat. Il est évident aujourd'hui de constater que contrairement à ce qui se passait il y a un an, c'est-à-dire avant son avènement au pouvoir, où il y avait une sorte de convivialité politique, où il y avait une sorte de respect mutuel au niveau des acteurs politiques, où il y avait une sorte de respect au niveau des institutions de la République. Au jour d'aujourd'hui, le constat est clair, l'évidence est là. Il y a une sorte de crispation au niveau des acteurs politiques, au niveau des institutions de la République. Et je n'en veux pour preuve, pour la plupart des cas, où le président de la République, de main de maître, avait voulu demander même, ou sinon il a demandé carrément la démission d'un député à l'Assemblée nationale. J'en veux pour preuve la nomination du directeur général de l'RTB contre l'avis de la HAC. Je n'en veux pour preuve que l'exemple, par exemple, du maire Rachidi Badamassi, dont la destitution avait été trouvée inconstitutionnelle par rapport à la manière dont ça a été opéré à l'époque. Et la Cour constitutionnelle avait donné son avis sur cette question, mais avec la volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement. Le préfet n'a pas procédé à l'opération de la remise en cause de ce qui a eu lieu à Parakou. Lorsqu'on est porté à la victoire par plus de 74% de la population, il est évident que la pression est forte, bien plus forte qu'on ne l'imagine. Une pression qui peut amener à jouer dans l'emporte-pièce. Je ne vous cache pas que j'ai fait campagne pour Yayi Boni. Mais j'ai toujours dit, lorsque j'appelais les compatriotes, je leur disais, ne vous attendez pas à ce que les problèmes soient réglés du jour au lendemain. On me dit que Yayi Boni vient de la Boide, c'est de n'importe quoi. Et il y a l'un de mes anciens professeurs qui m'a dit, mais tu as une façon bizarre de faire campagne. Et je lui ai dit, monsieur le professeur, je veux pouvoir vous regarder droit dans les yeux demain quand je vais revenir vous voir à Alada. Le président Mbouedji avait parlé de cafouillage au sommet de l'État, il avait parlé de la précipitation au niveau de la prise des décisions, il avait parlé d'une navigation à vue. Le chef de l'État lui-même, dans son intervention télévisuelle, je pense en avril dernier, nous a reproché au PRD de l'avoir injurié en parlant de navigation à vue.
Mais le paradoxe a été que lui-même, en parlant, non seulement il s'est contredit, mais il a démontré qu'il faisait de la navigation à vue. Il y a à peine 2 semaines qu'un des ministres a dit qu'ils attendent un certain nombre d'éléments venant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, pour aboutir finalement au programme de gouvernement. Quand on prend l'histoire des turbines à gaz, où il a dit au peuple que dans le souci, disons, d'amoindrir ou de réduire ou de supprimer le délestage électrique actuellement en cours, qu'il a fait commander des turbines à gaz. Et il pensait que cela pouvait être livré en l'espace de 3 mois. Lui-même l'a dit. Il a pris une décision en Conseil des ministres. Et c'est après coup qu'il s'est rendu compte tenu des contacts avec les fournisseurs étrangers qui vont fabriquer ces turbines à gaz, que de pareils articles, de pareils biens d'équipement ne pouvaient être produits qu'après 18 mois. Oh, moi je pense que c'est quand même flagrant. Il devrait au préalable, disons, se rassurer du délai de production de ces matériels avant de servir au peuple qu'il va livrer des turbines à gaz en 3 mois. Ça, si ce n'est pas de la navigation à vue, je ne sais pas comment qualifier ça. Pendant 1 an, on tourne en rond. Pendant 1 an, c'est une navigation à vue. Mais on ne peut pas gérer un pays comme une boutique de coin. Et telle est notre position, et nous l'affirmons et nous le dirons partout où le besoin sera. Et cela, quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes contre X ou Y, ce n'est pas parce que nous sommes contre Mamadou ou Benetta, mais c'est parce que nous voulons aider à une gouvernance rationnelle qui permet à ce que notre pays, qui est respecté de par le monde, puisse continuer à l'être. C'est de l'improvisation. Il est utile de le dire de façon très forte, de reconnaître qu'il a cafouillé au sommet de l'État, que le chef de l'État le reconnaisse pour pouvoir rectifier sa façon de gouverner. Parce que ne pas le dire, je crois que c'est une faute. Les citoyens que nous sommes, les patriotes que nous sommes, nous n'avons pas le devoir de nous taire sur ça. Donc le dire, c'est l'aider à prendre conscience qu'il y a un problème. Ce qui va lui permettre de revoir sa manière de gérer les affaires de l'État, sa façon de gouverner dans les 4 ans à venir. Pendant les 1 an passé, on nous a dit qu'on aurait réglé le problème de Kwayo. Vous avez vu, malheureusement, le spectacle que nous avons, désolant, auquel on assiste en ce qui concerne ce domaine, où, normalement, si on avait pris le temps de mieux réfléchir, on pouvait trouver des solutions idoines et trouver des voies et moyens de résoudre cet épineux problème. Mais malheureusement, on a fait des annonces, on a fait des tapages médiatiques autour de ce dossier. Aujourd'hui, rien. On nous a annoncé qu'il y aurait eu des microcrédits zéro à nos populations. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là aussi, à ce niveau, c'est zéro. On nous a dit, aujourd'hui, l'économie tourne au ralenti parce que nous vivons un délestage à forte tension. On nous a dit qu'il y aurait eu connexion avec le Nigeria. On a fait venir des chefs d'État. On a fait ça à grand renfort médiatique. Aujourd'hui, je dis, le délestage persiste. On nous a fait venir ici des Malaisiens pour dire que non, il y a un grand projet et qui aurait permis, qui aurait eu beaucoup d'effets de capitalisation par rapport à notre économie. Aujourd'hui, c'est zéro. Il avait été annoncé que le président, normalement, en fin du mois de mai, devait faire un voyage sur la Malaisie et ça a été annoncé à grande pompe. Le voyage n'a pas été fait. Pourquoi? Nous voulons le savoir ou non, sinon nous cherchons à le savoir. Si sa stratégie de prise de pouvoir a été menée, mais de façon vraiment scientifique, la gestion du pouvoir n'a pas été préparée. Figurez-vous qu'il y a eu plusieurs rencontres entre les syndicats, les centrales syndicales avec le gouvernement avant la rentrée scolaire et qu'au finish, qu'il y ait eu rentrée et que ce soit 2 semaines ou 3 semaines après maintenant que le chef de l'État annonce que désormais il y aurait gratuité au niveau de l'enseignement. Et mieux, on est allé jusqu'à dire que ceux qui ont déjà même payé doivent aller retirer leurs sous. Or, vous le savez très bien, quand l'argent rentre dans la caisse de l'État, la difficulté que ça peut avoir pour en ressortir. Les réalités du pouvoir ont désorganisé et tout ce qu'ils ont prévu. Le cafouillage dont je parle, la navigation à vue dont je parle, l'irrationalité au niveau des prises de décision,
amène à une certaine gouvernance qui frise une certaine irrationalité et qui ne permet pas de capitaliser tous les efforts de notre peuple. Or, le peuple du Bénin est un peuple travailleur. Il suffit de vous lever déjà à 5 6 heures du matin, vous vous rendez compte du caractère laborieux du peuple béninois. Et le peuple ne demande qu'à être géré de manière rationnelle et apprendre à réfléchir de manière avec munitie avant de prendre des décisions. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine morosité des activités économiques, ce qui a de fortes malheureuses conséquences sur le social des Béninois. Concernant le problème de l'essence frélatée, qu'on appelle communément chez nous essence Bayor, qui a eu une décision du gouvernement, peut-être pas du chef de l'État, mais du gouvernement, qui a promis qu'en 2 semaines ou en quelques semaines, qu'ils allaient trouver une solution à ce phénomène de notre société. Ça n'a pas été fait. Ce que l'État ne peut pas faire, c'est ça. C'est ce rôle-là que les vendeurs d'essence frélatée et d'autres filières du secteur informel jouent dans notre pays. C'est une forme de soupape de sécurité à la paix, pour la paix sociale. C'est une forme de soupape de sécurité. Et je disais tout à l'heure que c'est le ministre du Commerce qui a pris la décision parce que je me souviens bien du chef de cette décision du chef de l'État, effectivement, quelques semaines après la décision du ministre du Commerce. Il était en voyage quand la décision a été prise et lors de son intervention, il a dit le ministre voulait très bien faire. À peu près, c'est ce qu'il avait dit, mais on revient sur cette décision-là. Il y a eu, après quelques jours, disons, une remise en cause de la décision gouvernementale. C'est de l'improvisation ou bien de la navigation à vue. Il y a eu des faits comme ça, et je pense qu'il y en a suffisamment. Il faut reconnaître que l'entourage du chef de l'État ne l'aide pas. Son entourage ne l'aide pas. Parce que moi, je serais dans cette écurie. Je n'ai pas dit que je vais dans cette écurie, parce qu'il y a beaucoup de candidats. Il y a trop d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Mais je vous dis que je serai dans cette écurie, qu'il commettait une première erreur, je ne laisserai pas commettre la seconde. Il fait un premier effet d'annonce, je lui dirai, Monsieur le Président, vous faites fausse route, quoi que cela me coûte. Le président Boni Yayi, quand il est arrivé, bon, certainement peut-être animé d'une certaine volonté, il a annoncé sur tous les toits que eh ben, moi j'arrive, je dois tout faire pour que au niveau du secteur coton, que rien ne soit plus comme avant, et que la promesse ferme, c'est qu'il doit avoir au moins 650 000 tonnes de coton l'année passée, c'est-à-dire que la campagne cotonnière finissante. Et au finish, on s'en est retrouvé à 250 000 tonnes. Après le départ du président Soglo, disons il y a plus de 10 ans, cette filière a connu une chute. Disons, et le président Mathieu Kérékou devrait remédier à cela, mais ça n'a pas été fait. Il y a eu toute une mafia autour de la question cotonnière et nous sommes complètement tombés. On est allé au plus bas, au point où les pays limitrophes comme le Burkina, le Mali, bon, le Mali n'est pas limitrophe, mais quand même, le Mali est aussi dans la production cotonnière. Et ces pays ont pris le pas sur nous. Quand vous voulez diriger, vous devez impérativement tenir compte des données qui sont à votre portée et voir dans la mesure du possible maintenant comment apporter votre touche, ce qui n'a pas été le cas. On nous a d'abord dit que non, il y a un appel d'offres et on a donné le marché à un seul monsieur qui est ou qui serait très proche du chef de l'État compte tenu du rôle qu'il a joué dans la campagne présidentielle pour l'élection du président Boni Yayi. Après que les autres aient boudé un peu, du coup, on a annoncé encore pour dire que non, ce n'est plus toi, on va ouvrir encore le marché à beaucoup d'autres. Et cette différence d'aller-retour au niveau de la prise des décisions a perturbé fortement la campagne. Je ne suis pas surpris par ce résultat. Je le répète, il n'est pas ingénieur agronome. Il n'est pas technicien de ces choses-là. Il faut une équipe pour étudier de près ce qui s'est passé, voir comment procéder avant de procéder à des annonces. Parce que les effets d'annonce
finissent toujours par rattraper leurs auteurs. À l'arrivée du président Boni Yayi, il a dit c'est un défi à relever, ce qui est noble. Nous avons applaudi au PRD parce que c'est normal. Une bonne décision doit être applaudie. Mais qu'a-t-on constaté? Il y a eu des milliards qui ont été engloutis dans ce projet. Des milliards. Si j'ai bonne mémoire, c'est allé à près de 29 milliards. Qu'on a dit, il faudrait qu'on investisse dans ce secteur pour pouvoir relever la production cotonnière. Et les prévisions tablaient sur 600 000 tonnes. 600 000 tonnes. Mais au finish, on a eu quoi? On a eu, de mémoire, je pense, on n'a pas eu plus de 350 000 tonnes au finish. Et s'il faut mettre si tant de sous pour arriver à ce résultat, je pense, est-ce que par hasard, ce n'est pas les répercussions de la navigation à vue ou bien de l'improvisation? Sur plusieurs points, le chef de l'État, il dit des choses avant de se référer au finish au niveau du ministère de l'Agriculture, ou alors il dit des choses que le ministre, lui, est obligé de venir corriger. Et il y a un ministre qui a fait les frais de cette campagne électorale, le ministre Dossoui. On a été obligé d'appeler à un autre pour le succéder au niveau du ministère. Mais voilà une autre campagne qui s'est ouverte, la campagne cotonnière 2007-2008. Mais là aussi, nous sommes déjà dans le baba. Il n'est pas évident que nous ayons les résultats attendus parce que aussi à ce niveau, il y a eu des sérieux problèmes. On nous a dit que des intrants, c'est désormais la Sonapra qui doit pouvoir l'amener, que les opérateurs privés doivent rester de côté. Et au finish, aujourd'hui, on s'est rendu compte que non, la Sonapra, elle seule, elle n'a pas pu tenir son engagement. Il a été dit que la Sonapra, au plus tard, le 15 avril, doit pouvoir faire arriver au niveau du port de Cotonou l'ensemble des intrants nécessaires qu'il faut pour aider les producteurs dans le cadre de cette campagne cotonnière. Mais malheureusement, la Sonapra n'a pas pu respecter ses engagements. La Sonapra ne s'est pas retrouvée dans la possibilité de faire ce qu'on lui a demandé. Et aujourd'hui, on tourne en rond. On pense qu'il faut encore faire recours à ces opérateurs privés qui se seraient retrouvés dans une certaine difficulté avec leurs partenaires, puisqu'ils auraient déjà informé leurs partenaires qui n'ont pas eu l'appel d'offres, qui ne sont pas concernés dans le cadre de cette campagne cotonnière. Le peuple n'attend que des actes, rien que des actes. De quoi améliorer ses conditions de vie. Il veut un pays en paix, où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Mais la paix passe aussi par un bon fonctionnement des institutions de l'État. C'est à partir de la RAC qu'on procède à la proposition de celui qui doit diriger l'ORTB. Et la RAC avait émis son avis et le président est passé outre. Et au jour d'aujourd'hui, le DG qui est là, et même la manière dont il a passé service, de mémoire d'homme, c'est la première fois qu'un DG est passé service pratiquement dans un salon. La façon dont le chef de l'État a agi est regrettable. L'ORTB étant une structure publique, les fonctionnaires étant là, ils ont été obligés de suivre le pas. Et donc, le monsieur, il est là, il dirige l'ORTB. La HAC a tort et le chef de l'État a mal agi. Le hic aujourd'hui, c'est que non seulement on constate qu'il s'emploie chaque jour qui passe à contrôler toutes les institutions de l'État. Vous avez dit, nous sommes dans un régime présidentiel, ce que j'ai dit tantôt, il a le gouvernement en main, il vient d'user de manœuvres que je n'ose pas qualifier pour avoir le Parlement en main, pour contrôler le bureau de l'Assemblée nationale. Et prochainement, il va contrôler la Cour constitutionnelle parce qu'il a le pouvoir constitutionnel de désigner 3 des membres de la Cour constitutionnelle et le bureau de l'Assemblée, qu'il contrôle déjà, va désigner les 4 autres membres. Donc il va contrôler de ce fait la Cour constitutionnelle. Il va désigner le président de la RAC, il va contrôler presque toutes les institutions, sinon toutes. Ce qui est certain, notre peuple ne ressemble pas au peuple dont on pense. Nous avons un peuple qui sait ce qu'il veut, qui sait où aller. Nous avons un peuple, j'ai dit tantôt, très laborieux. Nous avons un peuple très combattant, un peuple qui ne vous respecte que quand vous prenez en compte les intérêts du pays et les intérêts des populations. Le risque existe que nous soyons dans une démocratie à pensée unique, disons le monolithisme politique. C'est un risque.
Mais aujourd'hui, le peuple béninois est mature et le peuple aura son mot à dire. Nous, aujourd'hui, nous allons nous employer à, disons, dénoncer tout ce qui sera vraiment mal fait, tout ce qui constituera des abus de pouvoir. On a commencé par dire qu'il y a déjà abus de majorité à l'Assemblée. On attend de voir. Les dessous de cette volonté à contrôler la Cour constitutionnelle, à contrôler le bureau de l'Assemblée nationale, à contrôler la régulation au niveau des médias, c'est-à-dire le bureau de la HAC, c'est pour effectivement voir dans la mesure du possible comment mettre la main sur le pays pour les années à venir. Maintenant qu'il a en main presque tous les pouvoirs, on verra ce qu'il va en faire. Mais le risque existe que nous assistions très prochainement à une dérive dictatoriale. En ce qui nous concerne, au niveau du Parti du Renouveau démocratique, où nous ne perdons pas de vue tous les dessous de cette volonté, des dispositions sont prises au niveau du parti, seront prises au niveau du parti pour contrer toute aventure qui permettrait à une certaine remise en cause, toute aventure qui permettrait à user d'une manière négative le contrôle des institutions, le contrôle de toutes les institutions. C'est l'autre qui a enseigné, Montesquieu, que quand on a le pouvoir et tout le pouvoir, on ne peut qu'en abuser. La recrudescence des vols à main armée et le braquage qui a repris droit de cité sont autant de données qui ont troublé la quiétude de la population. Mais est-ce la rage de vaincre ce phénomène qui peut expliquer la montée des bavures? De mémoire d'homme, en tout cas depuis le renouveau démocratique, le pays a été géré par un général de brigade et on n'a pas eu un recours aussi facile à la militarisation. Le chef de l'État, le président Yahya Boni, en ce qui me concerne, n'est pas en danger. L'équipe envoyée au niveau des différents établissements pour aller constater l'impact de cette affaire de gratuité de l'enseignement, de l'enseignement primaire, ça a été à grand renfort, c'est avec le truc militaire. Pour organiser les élections, on nous a dit que, impérativement, contre toute attente, que non, c'est le génie militaire qui doit convoyer le matériel. Dans l'histoire politique de notre pays, aucun président n'a été assassiné au pouvoir que je sache. Si je me trompe, dites-le moi. On nous a envoyé des chars au niveau de grandes villes à statut particulier lors des élections passées, que ce soit à Porte-Nouveau, que ce soit à Parakou, que ce soit à Malanville, que ce soit à Bomé. Et la question a été de savoir, parce qu'aujourd'hui le peuple béninois est un habitué des élections, la question a été posée de savoir, mais c'est pourquoi tout cela? Dans quelques discours, il dit qu'il est prêt à verser son sang pour le Bénin. Il y a à peine 2 semaines, c'est 2 citoyens, 2 paisibles citoyens qui ont été victimes de ce recours facile à la gâchette. On n'a pas besoin de tirer sur des citoyens pour protéger le chef de l'État. Malheureusement, c'est le cas parce que ça amène à des serrements de cœur quand vous vous rendez compte que de paisibles citoyens, après que le chef de l'État est passé 2 heures de temps après, 2 heures de temps après, le chef de l'État se rendait dans le Koufo et le chef de l'État était déjà dans le Koufo et c'est ici à Ouida qu'on tire à bout portant sur de paisibles citoyens qui n'avaient même pas une machette en main. Je dis, mais quelle est cette histoire-là? Le bruit n'aime pas les affaires non plus n'aiment pas du bruit. Et la morosité à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est entre autres ces paramètres qui conduisent à cela. Aucun président béninois n'a été assassiné avant lui. Même aux heures de turbulence, d'être plus turbulence dans notre pays, aucun chef d'État n'a été assassiné. Au niveau du PRD, nous faisons l'effort de tirer la sonnette d'alarme pour demander à ce que la copie soit revue à ce niveau. Figurez-vous qu'on ait pointé un char au niveau de ce que nous appelons ici le carrefour Le Bélier, en direction du Grand Nigeria. Or, tous les opérateurs économiques au Bénin, dans leur importation, à plus de 90%, c'est en pensant aux grands consommateurs du Nigérian. Dire tout le temps qu'il est prêt à verser son sang, mais à force de le dire, il finira par attirer le malheur. Au niveau du PRD, nous tirons la sonnette d'alarme pour permettre à ce que la copie soit revue dans l'intérêt de notre peuple et du Bénin.
Quand vous êtes élu démocratiquement, quand vous êtes élu à 75%, vous êtes chef de l'État dans un pays qui se veut un État de droit, et que vous dites que vous voulez rectifier la démocratie, ça ressemble à quelque chose qui a été déjà dit quelque part après un événement malheureux dans un pays de la sous-région où on a dit qu'on a voulu rectifier la révolution. Yayi Boni, qu'il soit démocrate ou dictateur, il ne peut pas faire de n'importe quoi. Quand le chef de l'État dit qu'après lui, après le Dieu, que c'est lui, ce n'est pas des choses qui donnent l'impression qu'on a fait à un démocrate. Le Bénin a goûté aux fruits de la liberté. Un certain nombre de faits m'amènent à tirer malheureusement la conclusion qu'il se rapproche un peu plus du contraire de démocrate. Les Béninois ont goûté aux fruits de la démocratie. Il suffit de poser la question, par exemple, à vos collègues, à vos confrères ici. Ils ont été jetés en prison sur des faits qu'on a du mal à identifier de manière forte. Et ce qu'on n'a pas vécu il y a longtemps, ici. En tout cas, depuis le renouveau démocratique. Je suis sûr que personne, quel que soit le pouvoir qu'il a, quelles que soient ses capacités, personne ne pourra faire revenir le peuple béninois en arrière. Il y a une marche malheureuse vers une certaine régression du point de vue construction d'un état de droit que chaque citoyen béninois appelle de tous ses voeux. Les élections se succèdent mais ne se ressemblent pas. La fin de l'an 1 de Boni Yayi au pouvoir a coïncidé avec le renouvellement du Parlement. Depuis la mise en place de l'instance de gestion de cette élection jusqu'à la formation du bureau du nouveau Parlement, il y a de quoi se poser des questions. Les annales de notre démocratie s'écrivent chaque jour et nous avons tous été surpris ici de l'engagement personnel du chef de l'État dans ces campagnes. Cela a été décrié par tout le monde et dans un régime présidentiel où on a déjà un président très fort, il a pesé lourdement sur les campagnes législatives. Et bon, je pense que ça a biaisé le jeu. Ça a biaisé le jeu. Il y a, au-delà même de son engagement personnel, il y a eu des propos tenus, des propos teintés de régionalisme et d'exclusion tenus sur le terrain. Le peuple béninois va juger. Ce que des citoyens béninois, ce que beaucoup ont regretté, effectivement, c'est la descente jusqu'en bas du chef de l'État dans les quartiers, dans les maisons, ou même des discours très acerbes, des discours de division ont été tenus, notamment au niveau du septentrion de notre pays. Voilà ce qui a à regretter. Que le chef de l'État s'implique personnellement dans la campagne électorale, c'est de bonne guerre. Que l'opposition le lui reproche, c'est de bonne guerre. Nous avons vu le président Soglo s'impliquer par procuration dans les campagnes électorales, les législatives, quand il était au pouvoir, parce que l'honorable député Rosine Vieira Soglo, qui la voit, c'est qui est derrière. Et tout récemment, au Sénégal, le président Abdoulaye Wade, sa photo était sur toutes les affiches. Il a parcouru tout le Sénégal. L'opposition le lui reproche. Mais le président Wade reprochait la même chose au Parti socialiste hier, quand le Parti socialiste était au pouvoir. Tel que conféré par la Constitution de 11 décembre, le chef de l'État doit prendre une certaine hauteur. Chaque Béninois, normalement, devait se retrouver en leur président. Et par rapport à ça, il y a un comportement. Par rapport à ça, il y a une manière de faire. Et les anciens chefs de l'État, le président Soglo, le président Kérékou, ont tenté, ont fait l'effort de ce respect de la fonction qu'ils occupent. Je comprends que le président Boni Yayi, chef de l'État, chef du gouvernement, recherche une certaine majorité pour gouverner. Mais dans toute chose, il faut de la manière pour permettre de sauver le minimum, lequel minimum est très important pour le travail qu'il y a à faire. Il a dit qu'il veut une majorité pour pouvoir mener à bon son programme, à bien son programme. Nous allons nous retrouver peut-être l'année prochaine pour faire le point, dans 4 ans peut-être, pour faire le point. Pourquoi faire? Je suppose que c'est pour mener à bien son programme. Mais je vous rassure, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut rien faire d'autre. Parce que si nous avons lutté au Bénin pour en arriver là où nous en sommes,
ce n'est pas pour accepter de revenir en arrière. Ce qui est à regretter dans ces élections par rapport au chef de l'État, c'est le discours tenu, c'est la volonté. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire devant les micros, tout simplement parce qu'au niveau du parti du Renouveau démocratique, nous avons certains égards, nous avons un certain respect pour la République, et par rapport à ça, il y a des choses qu'on ne dit pas facilement, mais que malheureusement, même au sommet de l'État, qu'on est tenu de ce genre de discours. Il y a eu vraiment une injustice notoire, non seulement dans le processus de vote, avec une kyrielle de procuration de gens qui étaient présents physiquement, qui ont signé la fiche de présence, qui étaient dans les alentours de l'hémicycle, mais qui ont délivré des procurations à des personnes non déterminées d'avance. Figurez-vous que même le questeur, c'est-à-dire que celui qui a la charge des finances de l'Assemblée nationale a été voté sur procuration. Lui-même n'a même pas pu voter. Il n'a même pas voté. Il n'a même pas pu voter. Ça veut dire, dès le départ, il y a même déjà une crise de confiance. On a eu assez de procurations parce que le PRD avait introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour invalider ce bureau. Et ceci pour des raisons simples, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de vision, du respect de notre Parlement, compte tenu des pouvoirs qui nous sont conférés par la Constitution. L'esprit de cette disposition qui donne la possibilité à un député empêché de s'exprimer par procuration, on a utilisé les mêmes dispositions pour empêcher ces députés de s'exprimer librement. Parce que si on leur a pris de procuration, il doit avoir des raisons. Certainement parce qu'on n'a pas confiance en eux, mais on n'a pas confiance en eux. Pourquoi? On n'a pas confiance en eux. Pourquoi? Ce sont les gestionnaires, je peux dire, de la mouvance à l'Assemblée qui ont pris le soin de mettre les noms des mandataires, de ceux qui devaient user de ces procurations pour exprimer, disons, leur vote. Bon, on a vu ce que ça a donné. Et nous avons formulé un recours à la Cour constitutionnelle, mais bon, la Cour a rendu son verdict. Et comme cela est dit dans notre Constitution, la Cour est souveraine, sa décision est sans recours. Nous sommes pliés à cette décision, quand bien même nous pensons que c'est une décision politique, parce que le droit n'a pas été dit. Le chef de l'État a une majorité à l'Assemblée nationale. Si on a une majorité sur laquelle on est sûr, sur laquelle on a une certaine foi, on n'a plus besoin de demander aux gens de faire des procurations. Le fait que des procurations soient délivrées n'est pas illégal, a priori. Mais il y a le test, il y a l'esprit du test. Des élus du peuple qui normalement étaient censés représenter, disons, leur mandat, ont été privés de leur droit de vote et ont été littéralement séquestrés à l'Assemblée. Tout le monde a vu. Je suis conduit d'une manière ou d'une autre à avoir une certaine mainmise demain sur les représentants à la Cour constitutionnelle, sur le choix de ceux qu'il faut envoyer à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel. Alors le chef de l'État, coûte que coûte, a voulu mettre la main sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui a amené à proférer même des menaces contre un certain nombre d'opérateurs économiques élus députés qui vont être poursuivis ici et là. Cette disposition a été prise pour permettre aux députés de s'exprimer en cas d'empêchement. Mais on constate que ces personnalités étaient présentes, mais elles ont délivré de procuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu détournement de l'esprit du test. Ce qui a gêné dans ce dossier, c'est le fait que le chef de l'État, qui brandit à tout vent, qui dit partout que je veux lutter contre la corruption, je veux lutter contre la mauvaise gouvernance, contre tous ceux qui ont pillé l'État, et même celui dont j'ai parlé tantôt, qu'on a demandé sa démission parce qu'il était déjà élu député. Je veux parler de l'honorable Issa Salifou. Mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'on recherche la majorité, on a été obligé d'aller vers les mêmes messieurs, d'aller composer avec les mêmes messieurs, parce que cette fois-ci maintenant, puisqu'on a eu besoin d'eux,
il n'y a plus lutte contre la corruption, les messieurs sont devenus des messieurs propres, c'est-à-dire que tout va bien. Madame la marquise, désormais, à leur niveau, parce que simplement on a besoin d'eux pour faire la majorité. L'une des conséquences, c'est certainement la frustration qui doit naître au niveau de ceux qui ont procédé, de ce groupe qui a pris des procurations aux députés. Parce que ça veut dire qu'il y a des députés en qui on a confiance, des députés en qui on n'a pas confiance. Ce qui s'est passé le 23 mars a laissé tout le monde pantois. Pourquoi? Parce que on a vu le groupe du parti FCBE, c'est-à-dire que le groupe de la liste du président Boni Yayi, qui se sont mis à provoquer les nôtres et malheureusement ça a amené à des situations très très dommageables où on a brûlé de véhicules, où on a vu des gens, c'est-à-dire que les gens de FCBE sont venus avec des hommes armés de machettes, ils se sont mis même nus, de ce qu'on appelle des gros bras ici, et une sorte de sécurité privée. Pour ne pas exagérer, on pourrait parler de milice, mais c'est pour ne pas alarmer qu'on n'utilise pas ce genre de mots. Ce phénomène de culture de la violence, je dis bien culture, parce que ça ne se limite pas aux dernières législatives. C'est un phénomène qui a surgi déjà lors de l'élection présidentielle, où on a intimidé des gens, on a déchiré des affiches, on a agressé des gens. Je dis que c'est préoccupant. On ne peut pas laisser une situation comme ça perdurer. Une structure politique qui veut organiser une manifestation et qui a recours à des services de sécurité privés. Pas ceux qui sont régulièrement enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, mais des gens privés, et des gens d'une certaine gabarit, armés de machettes. De mémoire d'homme, on n'a jamais vécu ça à Porto-Novo. 25 heures du matin, on débarque chez des responsables du parti et on a procédé à des arrestations. Et c'est seulement au niveau des responsables PRD qu'on a arrêté les gens. On ne peut pas laisser une situation de ce genre perdurer dans la mesure où Porto-Novo n'est pas n'importe quelle ville de notre pays. Déjà, même si c'était une simple ville, on ne peut pas l'accepter parce que la violence, c'est comme ça que ça commence, mais on ne sait jamais là où ça aboutit. Les messieurs ont été jugés. Celui qu'on pourrait appeler le principal accusateur, le juge J a démontré par A plus B que les messieurs du PRD qui sont arrêtés n'étaient pas là quand les échauffourées ont démarré. C'est-à-dire que ça démarrait, ils étaient partis, qu'ils ont fui ensemble. Et si lui est venu, c'est parce que c'est son véhicule qui a été brûlé. Et il a confirmé que ceux qui sont arrêtés ont fui ensemble avec lui, parce qu'ils sont d'ailleurs des amis. Dans une capitale politique, dans mon entendement, tout le monde doit pouvoir se mouvoir librement. Vous savez, j'ai parlé de convivialité politique, c'est-à-dire que bien que, comprenez, à Porto-Novo, vous avez le NCC, vous avez le MADEP, vous avez le MSUP, vous avez le PRD. Il est vrai que c'est le PRD qui est le plus grand parti au niveau de la ville, mais les choses se passent de manière conviviale entre les militants de chaque parti politique, puisque après tout, au-delà des partis, nous sommes tous des frères et sœurs. Figurez-vous que ces messieurs ont été jugés d'une manière qui est très loin d'une justice saine. Très loin d'une justice saine, et condamnés et jetés en prison. Tout le monde doit pouvoir faire campagne librement. Tevoya doit être libre de choisir Paul ou Pierre, Zinsou ou Sagbo, il doit pouvoir être capable de le faire. Amoussou Bruno doit pouvoir aller faire campagne librement à Porto-Novo. Les partisans de Yayi Boni doivent pouvoir faire campagne librement à Porto-Novo. Si tel n'est pas le cas, si on doit empêcher les gens de faire campagne dans la capitale politique du pays, alors cette ville ne mérite pas son statut de capitale politique. Moi, je suis tenté de dire aujourd'hui qu'il y a des détenus politiques en prison au Bénin. Parce que par rapport à ce qui s'est passé, le jugement qui a été fait à ce monsieur, parce que c'est la moindre des choses, quand il y a deux partis,
en problème, en difficulté, c'est au moins les deux parties qu'on peut juger. Aucun des FCBE était là-bas, aucun d'eux n'a été arrêté, donc c'est comme si les gens du PRD se sont battus entre eux seuls. Moi, je me méfie du mot. Pourquoi? Parce que le changement, on avait déjà dit en langue vernaculaire pendant longtemps ici, on a dit Ouzou, on a dit Etro, on a dit Edio, on a dit Oyikpada, tout ça là. Peut-être qu'aujourd'hui, comme on en parle en français, peut-être que ça pourrait avoir des retombées positives. Le changement n'est pas un concept nouveau. Au PRD, nous avions prôné le changement depuis 2001. Et notre thème central de campagne aux élections présidentielles de 2001, c'était le changement. En 2006, c'était le monde change. Changeons le Bénin. Le président Yayi Boni est venu sous le thème du changement. Bon, il l'a emporté. Nous sommes pratiquement dans la même dynamique. Le tout ne peut être que le résultat d'une action collective. Il y a une sorte de ressemblance au niveau des programmes. Mais entre un programme et les hommes qui veulent l'appliquer, ou la manière dont ces hommes veulent l'appliquer, il y a un fossé. Et c'est ce fossé-là qui fait aujourd'hui la différence entre le PRD et les tenants du pouvoir actuel. Est-ce qu'ils partagent les mêmes points de vue? Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs que le chef de l'État? Le sens du changement, quel est le sens du changement pour ceux qui travaillent avec lui? Quel est le sens du changement pour les Béninois? Quel est le sens du changement pour le président de Yayi Boni? Et c'est pour ça que je dis que sur ce point-là, il y a malentendu. Démocratie sans opposition rime avec démocratie bananière. Tout pouvoir qui s'installe attire avec lui des retournements de veste. Le Bénin n'en a pas fait exception. Les chantres du changement se comptent par milliers. Existe-t-il alors aujourd'hui une opposition au Bénin? Pour, disons, qualifier la position d'un parti politique par rapport au pouvoir central, il faut forcément se référer non seulement au programme des sociétés défendues par ce parti, mais aussi à la manière dont les affaires publiques sont gérées. Nous, on a fait par exemple les élections législatives sous le thème, par exemple, non à une assemblée aux ordres du gouvernement. Donc c'est pour vous dire que toutes les fois que l'occasion nous est donnée de dire un mot sur la gestion du pays, nous disons exactement ce qu'il y a. Et maintenant, pour vous dire, nous sommes des gens qui veulent construire. Le PRD a un programme de société qui se trouve aujourd'hui pratiquement similaire, à plusieurs points de vue, similaire au programme exécuté par le gouvernement du président Boni Yayi. Et même des hommes de son système ont été entre-temps des proches collaborateurs du président Adrien Ngouidji. Et donc, ça nous a fondé à dire, dans le temps, que nous ne pouvons pas être des opposants, disons, à notre propre programme, des opposants de principe, à un programme que nous avons voulu pour ce peuple. Tout le discours que nous tenons, ce n'est ni une sorte de négativité, mais c'est la volonté. C'est la volonté à ce que la copie soit celle qui permet au Bénin de gagner, qui soit celle qui permet à chaque citoyen béninois de se retrouver. Une gestion saine de l'élimination de notre peuple. Une gestion qui permet au Bénin de jouer sa partition au niveau de la sous-région et sur le plan international. Le Bénin, bien que petit pays, dirait l'autre, lourd à porter, c'est vrai, mais il faut une certaine rationalité au niveau de la gestion pour permettre à ce que tout ce qu'on veut soit. On n'est pas des opposants au régime de changement, mais nous serons amenés, chaque fois que les événements politiques, disons l'actualité, nous interpellent, nous serons amenés à, disons, exprimer notre opposition à la manière dont les choses sont gérées. Et c'est ça qui nous a fondé à dire que nous sommes dans une dynamique de proposition critique par rapport au programme du président Boni Yayi. Le président Adrien Ngouidji a prouvé ses capacités d'homme d'État, ses capacités à vouloir un pays réellement émergent, à vouloir un pays qui gagne, un pays qui joue sa partition dans le Conseil des Nations, un pays qui
faire en sorte que l'amélioration des conditions de vie de ces populations soit une réalité. Je suis content que le président du PRD ait retrouvé l'usage de la parole. Il veut jouer maintenant son rôle d'opposant, ce qui l'honore, parce que toute démocratie a besoin d'une opposition pour pouvoir fonctionner correctement. Le jour où la Sénat a proclamé le Dr Boni Yayi comme président de la République, sans attendre que la Cour constitutionnelle confirme ça ou pas, ceci est rare sur le continent, et même en Europe, le président, Adrien Ngoudia, a été le premier à appeler le président Boni Yayi pour le féliciter. Pour vous dire l'esprit dans lequel nous travaillons au niveau du parti. Nous sommes dans un pays sous-développé. Il ne servirait à rien d'être opposants, disons, aveugles, parce que ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir, nous serons des opposants, pas du tout. Si le programme exécuté par le pouvoir en place, disons, rencontre notre adhésion, et nous allons accompagner ce programme, nous allons accompagner ce pouvoir en place. Et au niveau du Parti de renouveau démocratique, nous refusons de nous retrouver dans un bal masqué, nous refusons de nous retrouver dans une ambiance politique où on veut forcément aller vers je ne sais quoi et s'empêcher de dire la vérité. Et ceci est dangereux. Parce que voir ce qui est mauvais, voir l'irrationalité au niveau de la gouvernance. Parce que si vous voulez arriver à la politique, il faut y arriver avec une vision claire, une volonté d'apporter votre contribution, votre touche à l'amélioration des conditions de vie de vos populations et de votre pays. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux remettre votre costume politique quelque part et en prendre un autre. Et aujourd'hui, on attend. Le président Boni Yayi vient de faire un an, quelques mois aujourd'hui. Et nous avons dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de failles. C'est nous qui avons parlé d'improvisation, de navigation à vue. Et ce n'était pas, disons, dans un dessein de nuire. Et ça, c'est la vérité. Et ça a été des thèmes récurrents, des sous-thèmes récurrents qui sont revenus lors des campagnes législatives que nous avons eu à expliquer aux populations. Ça nous a valu d'être élus. Et je pense aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier politique national, le PRD est allé aux élections seul. Alors que beaucoup de partis sont allés à ces élections en alliance ou en coalition. Et quand au décompte final, on voit que le PRD a pu tirer son épingle du jeu avec 10 députés. Et au niveau du PRD, au niveau du Parti de renouveau démocratique, nous, à chaque fois, et toutes les fois que l'occasion sera, pour dire ce qu'il y a, si c'est bien, nous le dirons. Si c'est bien, nous le dirons. Mais si c'est mauvais, malheureusement, ce qui est le cas sur plusieurs dossiers, nous le disons. Il faut revoir complètement la façon de gérer le pays. Et ce sera bénéfique pour tout le monde, pour nous tous, parce que personne n'a intérêt, personne donc n'a intérêt que ce processus-là échoue. Aujourd'hui, tout se passe comme si le pouvoir central s'emploie à affaiblir ou décimer toutes les compétences capables de l'aider, tout simplement parce que ces compétences, ces ressources humaines évoluent dans des formations politiques, disons, différentes de la sienne. Et je pense que aujourd'hui, s'il faut prier, s'il faut émettre un vœu pour les 4 années qui restent, c'est qu'il y ait plus de concertation, que toutes les forces politiques et toutes les ressources humaines disponibles soient mises à contribution pour qu'une meilleure gestion de notre pays se fasse. Si ce processus échoue, ce sera très grave. Ce sera un terrible retour en arrière et le problème va au-delà de Yayi Boni. Que l'opposition joue son rôle, que les collaborateurs du chef de l'État agissent de façon loyale. Il faut qu'on ait de l'espoir. Parce que, figurez-vous, si Yayi Boni échoue, on va faire quoi d'autre? Pour les 4 années qui restent, nous souhaiterions qu'il y ait vraiment moins d'exclusion et qu'il y ait une meilleure gestion des ressources humaines disponibles. Il faut dire au chef de l'État, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. Voilà, c'est comme ça, dans ces conditions, qu'on pourra s'en sortir. Parce que, une fois encore, je me répète, le problème, ce n'est pas l'emprise du chef de l'État,
Sur ses collaborateurs, le point ne se pose pas en ces termes, mais c'est les résultats qu'on aura au terme de ces 5 ans. Il faut qu'il présente un bilan avant de présenter un projet pour son éventuelle candidature. Nous avons fait la révolution marxiste-léniniste, on a vu le résultat. Nous avons fait le renouveau, comme on le dit, on a vu le résultat. Où Soglo était là, il a fait ce qu'il a pu, mais les gens l'ont renvoyé dans les côtes parce qu'on disait que, bon, on a ramené Kérékou, on a vu le résultat, le pays était à terre. Si aujourd'hui Yahya Boni échoue, nous avons quelle autre alternative? C'est les militaires qui vont venir et le peuple va applaudir, croyez-moi. C'est pour ça que soyons résolument optimistes. Nous ne pouvons pas souhaiter l'apocalypse ou l'enfer à notre peuple. Nous avons quand même prôné le changement. Le changement est arrivé, c'est une bonne chose. Et nous nous employons à servir de garde-fou, à tirer l'alarme, à sonner l'alarme chaque fois que nous pensons qu'il y a dérive. L'éternel recommencement, l'éternel retour en arrière, ça n'amène nulle part. Et le Bénin, c'est notre pays. En tout cas, moi, je n'en ai pas un autre. C'est vrai, on peut espérer que quelque chose va changer parce que quelque chose a déjà changé dans le site de gouvernance. Aujourd'hui, la classe politique ancienne est aux abois. Le mot n'est pas exagéré parce que Yahya Boni est venu. Bon, il a de nouveaux hommes. C'est vrai que ce n'est pas toujours des nouveaux. Il y a beaucoup d'opportunités dedans. Des autres de la 25e qui étaient les chambres de Kérékou, qui aujourd'hui se retrouvent avec lui, d'accord. Mais tout de suite, globalement, il a un nouveau style de gouvernement qui fait qu'on peut valablement espérer au lieu d'autres choses. Parce que ce ne serait pas réaliste de ne pas espérer. On peut vraiment espérer. On ne peut rien faire en 5 ans. On ne peut rien faire en 10 ans. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Demain, ça sera clair. Ça sera clair demain, je vous le promets. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro.